Poumon de la Terre, berceau originel de la vie, la mer donne sans compter son oxygène à la planète, régule son climat et nourrit l'humanité depuis la nuit des temps. « 71% de la surface du globe sont recouverts par les mers et les océans. Perdus au milieu du Pacifique, les 300 îles de l'archipel de Palau ressemblent à une poignée de perles vertes jetées dans les eaux turquoises entre les Philippines et la Nouvelle-Guinée. Étrange sentiment de naviguer dans ces eaux-là parce que on a à la fois l'impression évidemment d'être très éloigné de tout, il faut dire que géographiquement on est quand même particulièrement loin, et puis simultanément on a ce sentiment d'être très proche de l'essentiel. Peut-être que parce que si le plus grand des océans qui est le Pacifique avait un cœur, probablement on n'en serait pas très éloigné, et si l'ensemble des océans avait une âme, on peut imaginer que la résidence de cette âme soit quelque part sous les eaux de Palau. Bonsoir. Si nous avions deux objectifs ce soir, je dirais que le premier, c'est peut-être tout simplement de nous rafraîchir le regard au spectacle des océans et plus particulièrement au spectacle du plus bel univers de l'océan qui est le monde du corail, pour que jamais justement l'océan ne se banalise à nos yeux. En même temps que de nous rafraîchir le regard, nous rafraîchir également la mémoire vis-à-vis de l'océan qui, au crépuscule du XXe siècle, partout se dégrade, tant peut-être il est victime de son immensité, car on lui accorde des vertus de régénération qu'il n'a pas, ou plutôt qu'il n'a plus. Avec Anne Collet, qui est biologiste et qui dirige le centre de recherche des mammifères marins à La Rochelle, avec John qui nous a prêté ce bateau pour naviguer à Palau, avec Ron qui est lui aussi biologiste, avec Lance qui va diriger nos plongées. Pendant que nous allons naviguer ici, d'autres équipes d'Ushuaïa Nature vont sillonner le Pacifique. La première de ces équipes est au large des Philippines avec Franck Gaudio qui est archéologue sous-marin, et ensemble nous irons explorer l'épave d'une jonque chinoise qui prouvera encore que non seulement l'océan est notre mémoire, mais qu'il est aussi parfois la mémoire involontaire de quelques accidents de l'histoire, notamment lorsqu'il y a un naufrage. Une deuxième équipe sera sur la côte ouest de l'Australie où justement le corail se reproduit, et c'est le début d'une chaîne alimentaire dont les premiers curieusement à en profiter sont les plus grands des poissons des océans, les fameux requins-baleines. Autre équipe avec Éric Charrier, l'homme poisson, cet apnéiste qui nous montre combien il peut être difficile et éprouvant de retrouver nos conditions aquatiques. Enfin, la dernière équipe sera, elle, dans l'archipel des Salomon, qui cette fois-ci n'est plus en Micronésie mais en Mélanésie, où vous verrez que le mode de vie des habitants des Salomon est un mode de vie unique en soi. Notamment, ils construisent des îles en récifs de corail, des îles artificielles, tout simplement pour agrandir leur territoire. Voilà, nous on va jeter l'ancre et donc commencer à les rendre visite aux meilleurs ambassadeurs de la République du corail, c'est-à-dire tous les petits poissons qui profitent de cet univers. Pour aller à la rencontre de quelques-uns de ces joyaux, Anne Collet et Nicolas Hulot ont privilégié le kayak. Maniable, léger et silencieux, il permet de se faufiler entre les rochers calcaires comme autant de grosses corbeilles de jungle délicatement posées sur l'eau. Palau n'avait sans doute guère d'intérêt pour les marins espagnols qui l'ont découvert au XVIe siècle. Aussi l'ont-ils vite oublié. Et si le souffle de l'enfer est passé sur ce petit paradis pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'a heureusement pas laissé trop d'empreintes indélébiles sur une faune et une flore incomparables. Aujourd'hui, l'archipel, devenu indépendant depuis 1994, s'enorgueillit d'être la première et unique république du corail et d'avoir inscrit dans sa constitution le respect absolu de son environnement.
Neptune semble veiller sur la faune sous-marine de Palau. Plusieurs centaines d'espèces de coraux et quelques 3000 variétés de poissons, dont plus d'un tiers est endémique à cette région du Pacifique, y vivent en parfaite harmonie. Loin de tout, rien n'est venu perturber la vie sous-marine. Les coraux, les plus grands architectes de la planète, ont trouvé là, dans ces eaux à la transparence exceptionnelle, l'espace idéal pour exprimer leur art. Bâtisseurs infatigables mais susceptibles, ils accueillent en leur sein un cortège princier de poissons multicolores. Depuis la nuit des temps, les coraux déposent du calcaire millimètre par millimètre, fabriquant dans le monde des barrières gigantesques dont la masse s'accroît de quelques 3 milliards de tonnes chaque année. Œuvre de milliards d'animaux minuscules, les récifs coralliens sont les plus importantes structures du globe construites par des organismes vivants. L'écosystème qu'ils représentent est, avec la forêt tropicale, l'un des plus riches du monde. Il est surtout primordial pour l'avenir de notre planète, puisque les micro-organismes et les algues microscopiques qui le composent représentent la plus formidable usine à fabriquer de l'oxygène et à stocker le gaz carbonique. Mais il est peu probable que la croissance des récifs coralliens puisse compenser l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Car dans bien des régions, le corail dépérit à vue d'œil. Les coraux adorent les eaux chaudes et limpides aux amplitudes thermiques faibles. Qu'un courant froid vienne les caresser, que la salinité ou la transparence des eaux diminue, et c'est la mort assurée du corail et de la vie exubérante qui l'héberge. L'absence de pesanteur en milieu sous-marin permet à la nature de créer ce foisonnement de vie dont la logique nous échappe et qui prend parfois des allures de nébuleuse ou de galaxies lointaines. En fait, quand tu regardes bien, on s'aperçoit qu'il y a un mode de vie dans tout l'univers du corail qui est très spécialisé et très développé. Au départ, tu as l'impression que tout ça baigne dans une espèce d'indolence et tout le monde se fout de tout le monde et que chacun vit sa vie. Ouais, en fait, c'est extrêmement sophistiqué. Et chacun a son rôle et chacun tient une fonction dans le petit univers du coral. C'est un peu comme chez nous, il y a ceux qui vivent ensemble, ceux qui s'ignorent, ceux qui luttent entre eux. Dans les associations entre espèces, il y a à peu près 3 types de relations. Il y a ce qu'on appelle le mutualisme, c'est-à-dire que ce sont des échanges à bénéfice mutuel. Le commensualisme, c'est échange, mais enfin c'est pas un échange, c'est bénéfice unilatéral, voilà, mais sans préjudice pour l'autre. La 3e association, c'est le parasitisme, c'est-à-dire effectivement, c'est clair, il y en a un qui vit au dépens de l'autre. Voilà, au détriment de l'autre, ça lui porte préjudice. On voit
l'ensemble des poissons et de tout ce qui vit au fond a développé des stratégies de camouflage, soit pour être un bon prédateur, c'est-à-dire que la proie ne le voit pas, soit Au contraire, pour se cacher du prédateur. C'est incroyable le nombre de stratégies. Et moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant quand on étudie le corail ou quand on étudie la biologie. C'est ça, c'est toutes les stratégies mises au point pour arriver en fin de compte toujours à la même chose. C'est d'une part manger, d'autre part se reproduire. On fait tous pareil. L'incroyable densité d'êtres vivants sur les récifs explique donc qu'une interdépendance se soit installée entre certaines espèces différentes. Celle du petit poisson clown et de son anémone est exemplaire. Il est l'un des seuls à vivre ainsi en toute impunité entre les tentacules urticants et à bénéficier des reliefs des repas de sa partenaire, pourtant vorace et chatouilleuse. En fait, le poisson clown s'est habitué à elle et à elle seule, en se couvrant peu à peu de la muqueuse qui enduit les tentacules de l'anémone. L'intrus n'en est plus un, et celui-ci dispose alors d'un refuge imprenable au cœur de l'animal fleur. Ce subtil équilibre existant à l'échelle de deux individus vaut pour l'océan tout entier. Organismes et espèces ont su s'adapter pour assurer leur pérennité. C'est le cas des coraux qui se reproduisent tous en même temps. Cet événement unique dans l'année bouleverse la vie sous-marine exactement 3 nuits après la pleine lune de mars. C'est la nuit fatidique au nord-ouest de l'Australie. Une équipe d'Ushuaïa Nature accompagne des scientifiques sur la grande barrière de corail. Ceux-ci délimitent un périmètre riche en madrépores de différentes espèces. Le frai du corail, qui va libérer des milliards d'œufs et de spermatozoïdes, peut se produire à tout instant, dès le coucher du soleil. Dans un laboratoire plongé dans l'obscurité, une seconde équipe a isolé et soigneusement dépoussiéré plusieurs coraux pour recueillir les gamètes aussitôt après la ponte. À intervalles réguliers, on contrôle les madrépores d'un rapide coup de torche. Toute lumière parasite pourrait bloquer le processus délicat de la reproduction. Une troisième équipe, dirigée par le cinéaste Dave Hannan, s'apprête à enregistrer sur plusieurs caméras macroscopiques les détails de ce moment exceptionnel qui seront analysés plus tard par les chercheurs. Chacun doit impérativement être prêt à filmer le phénomène. Pas question de manquer la prise, la nature ne donnera pas une nouvelle chance aux caméramens. Soudain, le phénomène se déclenche. Au même instant, sur le récif, des milliards d'œufs sont expulsés, formant comme une neige qui remonterait en surface. Chaque colonie pond exactement en même temps, lorsque l'eau est la plus chaude et l'amplitude de la marée la moins forte. Ce qui garantit une promiscuité maximale des gamètes mâles et femelles. Il existe des centaines d'espèces de coraux dans le monde. La plupart d'entre elles peuplent cette région du Pacifique. Andrew Evard et les scientifiques qui l'accompagnent dans ses recherches étudieront la reproduction d'une vingtaine de spécimens.
Il cherche avant tout à comprendre comment les œufs et les spermatozoïdes d'une même espèce parviennent à se reconnaître dans cet incroyable magma. La ponte du corail est une impulsion incroyable dans l'écosystème. C'est un événement remarquable par lequel le corail va faire croître les récifs et renouveler sa population chaque année. Nous essayons de comprendre les règles qui régissent la ponte et autorisent cette population de larves à survivre. En étudiant ce phénomène, nous aurons peut-être la technologie pour régénérer le corail dans les zones endommagées. C'est un événement particulièrement bref, 4 nuits au plus. Nous devons donc travailler intensément pour faire nos recherches, sinon nous devons attendre une année de plus pour faire des essais. Au-dessus du récif, la ponte continue. Dans quelques minutes, tout sera terminé. De l'énorme masse de gamètes flottant en surface naîtront quantité de larves qui iront dans 4 ou 5 jours se déposer sur le fond et créer de nouvelles colonies de coraux. Si les amateurs de zooplancton leur en laissent le temps. Le mélange multicolore d'œufs, de sperme et de larves libérés par les coraux de la Grande Barrière n'a pas échappé à l'avidité des poissons, des plus petits aux plus gros. Parmi eux, le requin-baleine, le plus gros poisson du monde. Il ne laisse jamais passer l'occasion de se rassasier à si bon compte. Quelques jours après le frais du corail, il est fidèle au rendez-vous. Le géant des mers ratisse large. Il ingurgite parfois une telle quantité de plancton que son estomac gonfle au point de l'empêcher de plonger très profond. Au même moment, un requin tapis tacheté, prince du camouflage, partage le repas avec un banc de poissons miroirs sur un coin du récif. Malgré sa taille pouvant dépasser 15 mètres, ce géant dont la robe fait pâlir d'envie les peintres pointillistes aborigènes est parfaitement inoffensif. Mentionné pour la première fois sur un livre de bord en 1828, le requin-baleine aime se prélasser près de la surface dans les eaux s'étendant entre le 40e parallèle nord et le 50e sud. Bien qu'il soit assez difficile à localiser, sa nonchalance en fait une proie facile pour les pêcheurs du monde entier. Anne et Nicolas n'ont aucune chance de rencontrer le requin-baleine dans les chenaux des Rock Islands. L'eau n'y est pas assez profonde, mais les îlots cachent bien d'autres curiosités. Les rochers calcaires ont subi l'érosion dès leur naissance, et l'océan a déjà envahi le cœur de certaines îles. Sur les roches émergées presque à nu, une végétation luxuriante a tout de même trouvé les substances nécessaires pour se développer. On sait qu'on les récupérera tout à l'heure.
Il doit y avoir à peu près 15 mètres pour accéder au lac à l'intérieur là. Ça passe en apnée, mais si jamais, tu vois, il y a des poches d'air. Ouais. Donc si on n'a pas assez de souffle, on reprend notre respiration. Parmi les 300 îles de Palau, on dénombre une soixantaine de lacs marins nichés dans la jungle. La plupart sont reliés à l'océan par d'étroites galeries immergées servant de refuge ou de cachette aux petits poissons. Dans ce lieu protégé, Anne et Nicolas vont observer une faune et une flore différentes. Simplement équipés de tubas et de palmes, ils progressent lentement à l'intérieur du tunnel naturel. Impossible de savoir ce qui peut s'y cacher. Les requins juvéniles ne sont pas les derniers à venir se mettre à l'abri durant la journée. Ils savent qu'au dehors, les plus gros prédateurs n'en feraient qu'une bouchée. Il y en a un qui rentrait dans la galerie là. Il y en a un qui est rentré dedans. Tu fais gaffe parce que la route est basse, on va essayer de rentrer dedans tout doucement. Encore inoffensifs, ces bébés requins corail pourront être potentiellement dangereux lorsqu'ils auront atteint leur maturité. Ils auront alors abandonné depuis longtemps le couvert de ce tunnel pour aller chasser sur les tombants, souvent à plus de 30 mètres de profondeur. Pour ne pas les effrayer, Anne et Nicolas évitent tout mouvement brusque et palment le plus lentement possible. Des poches d'air chauds et humides, mais judicieusement espacées et placées là par la nature, permettent aux deux nageurs de reprendre tranquillement leur respiration. Au sortir de la galerie, ils découvrent les énormes massifs de madrépores qui ont colonisé le lac. Cet immense aquarium naturel que le soleil éclaire à profusion est le repère de petits poissons coralliens rares et difficiles à surprendre. Minuscule, craintif, voici Sa Majesté le poisson mandarin. Ses mouvements sont aussi légers que le passage d'une brosse sur la toile d'un peintre. Certains l'ont surnommé Salvador Dali, parce qu'il est à la fois le pinceau et la couleur. La compétition pour la nourriture et pour l'espace est inévitable. Chacun a dû s'adapter pour mieux se fondre dans l'environnement, comme ce petit bénitier, un bivalve de la famille des clovis, qui peut se parer de différentes couleurs. Le corail est totalement vulnérable face à cette étoile de mer couverte de grosses épines venimeuses, répondant au doux nom de coussin de belle-mère. L'acanthaster repère les sujets les plus appétissants, déploie son estomac au-dessus d'eux et les digère grâce à ses puissants sucs gastriques. Là où il passe, le corail trépasse. C'est l'Attila du récif. Bien campé sur son tube de calcaire, le ver marin déploie son plumet pour capter le plancton qui passe à sa portée. À la moindre alerte, il se repliera en une fraction de seconde. Les petits poissons ont développé les meilleurs déguisements pour se protéger. La faune récifale et sa palette de couleurs sont d'une richesse infinie. C'est assez curieux quand même, ces petits lacs intérieurs.
Ah, c'est superbe. Ouais, c'est très particulier à l'archipel. Faut pas oublier qu'au départ, l'archipel, c'était un grand bloc de calcaire, hein, puisque c'est la plaque des Philippines qui s'est soulevée sous la plaque du Pacifique. Et puis c'est l'érosion qui a formé tout ça. Tout Palau est en dégradation, hein. On voit bien. Hein, En fait, Palau disparaît, ouais. Palau est amené à disparaître. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces petits lacs intérieurs, en fait, l'océan continue d'y vivre, alors qu'on en est presque coupé, sauf que celui-là a une passe à marée basse, on peut pratiquement passer à l'air libre, et il y a même là autant de corail qu'à l'extérieur. Mais un biotope un petit peu différent. T'as remarqué, c'est un peu plus abrité, c'est pas tout à fait les mêmes espèces. Donc ce qu'il faut bien qu'on précise, c'est que le corail, c'est avant tout un animal. C'est un animal, oui, il faut c'est surtout fait de pas oublier. milliers de petits animaux qu'on appelle des polypes, c'est ça? Les polypes, hein, qui grandissent et qui se multiplient d'abord de façon asexuée, donc ça forme une colonie, et leur squelette est externe. Tu vois, ils filtrent le calcaire, ils arrivent à précipiter le calcaire qu'on trouve dans l'eau, et ça forme ce squelette externe qui forme tous les récifs de la planète. Donc c'est un animal qui vit dans une symbiose très étroite avec le monde végétal à travers une algue qui porte en eux, dont il profite, et qui est un animal qui édifie une structure minérale. C'est le plus grand architecte de la planète. Et ça, c'est assez dingue, parce qu'effectivement, si on tient compte de l'ensemble des coraux, des océans du monde entier, des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Des structures incroyables. Mais si ce lac possède une ouverture sur la mer, dans les Rock Islands, 3 d'entre eux sont fermés et représentent de véritables réservoirs préhistoriques. Anne et Nicolas ont délaissé leurs frêles embarcations pour franchir le rideau de jungle et partir à la découverte de l'un de ces lacs, recelant un phénomène unique en son genre. Tiens Nicolas, en voilà un d'arbre poison. Alors, ça, c'est les fameux arbres poison de Palau. Ouais, une espèce endémique. Donc ça, vraiment, il ne faut pas le toucher, ça brûle terriblement. Hein. Et alors, ce qui est curieux, c'est que c'est une espèce endémique qu'on ne trouve que sur cette île. Ça brûle que les mammifères, les oiseaux, les lézards, les insectes apparemment ne sont pas atteints. Et de même quand il pleut, il faut faire attention parce que tu as l'eau qui dégouline sur les feuilles. Et si tu prends des gouttes, ça te brûle les yeux, ça te brûle la peau partout. Extérieurement, rien ne différencie ce lac de ses semblables. Et pourtant... Le plongeur a beau s'y attendre, il ne s'immerge jamais sans une certaine appréhension dans cet incroyable réservoir infesté de méduses. Elles sont partout. Il n'y a pas un mètre cube d'eau du lac qui ne soit colonisé par des dizaines de colenterrés. La couleur presque fluorescente de l'eau, les aiguilles de soleil transperçant la surface, l'incroyable densité de cette soupe aux méduses, tout concourt à rendre cette plongée fantastique. Mais attention à ne pas descendre dans les profondeurs. Cet univers onctueux se transforme en un bain d'ammoniac à une dizaine de mètres de la surface, résultat de la décomposition des végétaux, des méduses mortes et de la stagnation des eaux.
Anne et Nicolas n'ont pas chaussé de palmes pour ne détruire aucun de ces spécimens. Les méduses, composées à 95% d'eau, sont extrêmement fragiles et donc difficiles à saisir et à conserver par les scientifiques. C'est cette forte teneur en eau qui leur assure une faible densité et leur permet de flotter plus aisément. Pas facile de ne pas les toucher. Combien il y en a à ton avis? Oh, je crois qu'il y en a 1,5 million, 1,6 million. Dans ce lac? Dans ce lac à Palau, oui. Incroyable. C'est inouï. Hein. T'as vu, c'est marrant parce que elles tournent toutes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Bah ça, c'est la spécificité de ces méduses-là. Depuis qu'elles sont arrivées ici, elles ont totalement changé de métier. Avant, elles étaient des prédateurs. Aujourd'hui, sont des fermiers. Et en réalité, elles transportent sur leur dos une algue microscopique. Et les algues, comme tous les végétaux, ont besoin de soleil pour la photosynthèse. Et c'est la raison pour laquelle les méduses dans ce lac tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Elles promènent leurs petites algues au soleil toute la journée. Et puis de la nuit, elles descendent en profondeur chercher des nitrates et des phosphates, qui est l'autre partie essentielle de l'alimentation de l'algue. Et ça, cette association avec cette algue, c'est spécifique ici, du fait qu'elles se soient retrouvées en captivité. Elles n'avaient plus de proie. Donc s'il n'y avait pas eu de cette algue, elles n'avaient aucun autre moyen de se nourrir. Absolument, c'est une association qui s'est faite dans ce milieu particulier. Et donc, sans proie, elles ont capturé l'algue, si on peut dire. Mais l'algue aussi, c'est tout son avantage, puisqu'elle est tout le temps promenée au soleil. Donc c'est ce qu'on appelle une symbiose, une association où chaque partie trouve son intérêt. Et c'est aussi pour ça que dans cette spécialisation, elles ont, au fur et à mesure de l'évolution, perdu leur pouvoir urticant. C'est pour ça qu'on n'est pas piqué là. On est absolument simplement pas parce qu'elles n'ont piquées. plus aucune raison de piquer, puisqu'elles doivent se protéger de personne et elles n'ont personne à attaquer. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est très amusant, c'est de voir qu'à Palau, il y a 3 lacs essentiellement où on trouve un grand nombre de méduses comme ça, qui en réalité sont séparés depuis plusieurs milliers d'années. Et puis dans ces 3 lacs, on a le même phénomène de ces méduses qui ont perdu leur pouvoir urticant, qui promènent leurs petites algues sur leur dos toute la journée, alors qu'elles sont totalement séparées d'un point de vue Et oui, elles ne génétique. communiquent pas entre elles. Non, et donc non. face au même problème, Elles ont trouvé la les même méduses ont stratégie. trouvé les mêmes solutions. C'est marrant. Allez. Étrange cet archipel où la sève des arbres est hautement corrosive et où les méduses ont la peau douce. Mais il n'est pas le seul à cultiver les apparences trompeuses. Une équipe d'Ushuaïa Nature s'est rendue aux îles Salomon, situées à quelques centaines de kilomètres de là. Ces 900 îles jetées dans le bleu Pacifique ont des faux airs de paradis tropical. Sous le couvert de la forêt dense, ce n'est que moiteur étouffante et nuages de moustiques. Troisième plus grand archipel du Pacifique Sud, il a été découvert en 1568 par l'espagnol Mandana de Nera, parti du Pérou à la recherche des fabuleuses îles du roi Salomon. Le lagon de Langa Langa offre l'exemple remarquable d'une entente parfaite entre les hommes et l'océan. Dès la fin du XVIe siècle, à Malaïta, pour échapper aux tribus guerrières retranchées dans les montagnes et à la malaria particulièrement virulente sur les côtes, les populations du littoral ont bâti des îles artificielles sur les hauts fonds découverts à marée basse. 12 000 personnes vivent aujourd'hui sur ces terres ajoutées. Deux ans de travail sont nécessaires pour construire une île de petite dimension avec l'unique matériau dont disposent ces pêcheurs bâtisseurs opiniâtres, du corail mort
arrachés au lagon. Entassés dans une pirogue, les blocs vont servir à constituer de solides fondations. Les espaces entre les morceaux de calcaire seront ensuite comblés avec du sable et du corail pilé. Enfin, une couche de terre rapportée de la côte permettra l'enracinement de quelques arbres pour offrir un peu d'ombre aux maisons construites sur pilotis. La superficie des îles n'est jamais définitive. Agrandie au fil des décennies pour héberger les générations successives, certaines d'entre elles dépassent le kilomètre carré. L'eau douce est la grande absente de ces îles artificielles. Heureusement, les pluies sont abondantes. Pour le reste, les communautés s'en remettent à la nature. Fruits et légumes cultivés sur la terre ferme et bien sûr, les produits de la pêche. Les familles de l'île artificielle de Malaafé partagent toutes leurs activités, entourées d'enfants dont la chevelure blonde pose toujours une énigme aux anthropologues, cette blondeur naturelle disparaissant curieusement à l'âge adulte. La mer généreuse pourvoit à l'essentiel des besoins en protéines. N'ayant aucun moyen de conserver les poissons, les pêcheurs prélèvent uniquement ce qui leur est nécessaire. Avant les derniers rayons du soleil, un pêcheur vérifie son topé, un piège à poissons posé sur le fond, constitué par un vaste entonnoir de branches de cocotier, fermé par une nasse. Quelques appâts jetés devant l'entrée du piège attirent immédiatement les petits poissons. Une pichenette sur l'eau pour les effrayer, et ils se ruent au fond de la nasse, simple et efficace. L'annonce de l'arrivée de bancs de bonites dans le lagon met la population en effervescence. Ce poisson à la chair ferme, très apprécié, jette tous les pêcheurs dans leur aikairua, une pirogue profilée maniable et rapide. Là encore, la technique de pêche est rudimentaire, mais elle a fait ses preuves. Les bonites étaient bien au rendez-vous. De la soixantaine d'îles artificielles alentour, les pêcheurs affluent pour approvisionner le grand marché d'Aoki. Un lieu d'échanges commerciaux où l'on paye en dollars Salomon et parfois en tafuliae, la monnaie coquillage la plus prisée des monnaies traditionnelles. La fabrication des tafuliae est un travail de longue haleine. Elle commence par la pêche des coquillages du lagon. Huîtres sauvages, conques, petits bénitiers, spondylus, cônes et porcelaines sont soigneusement sélectionnés en fonction de la qualité et de la couleur de leur nacre. La teinte des coquilles détermine leur valeur. Le rose, le rouge et le brun sont les plus recherchés, et dans une moindre mesure, le blanc et le noir. La taille, le calibrage et le perçage incombent aux femmes. Après les avoir chauffés sur une pierre brûlante pour en fixer la couleur, les petits disques sont enfilés sur des cordelettes
avant d'être polies et parfaitement calibrées à l'aide d'un bloc de corail cannelé. Assemblés par rang de 10 pour former de longues bandes, ils font alors la richesse de leurs propriétaires, soit environ 1000 francs par collier. C'est le jour du mariage. Le prétendant et ses proches parents ont embarqué dans leurs plus belles pirogues et revêtu leurs plus beaux atours. La famille du jeune homme du village de Rahadé a dû confectionner 10 tafouliae, le prix à payer pour obtenir la main de la future épouse. Nima, Olo, Fiu, Walu, Sikwa, Tanavul. Les fiançailles sont très solennelles. Les parents louent les mérites de leur fils en langue kwarae. Pendant ce temps, la fiancée se prépare à l'abri des regards pour être présentée à sa future belle famille. Walu, Sikwa, Tanavul. Rual Talne Batal Geli. Instant décisif. La jeune fille, une noix de coco dans les mains, symbole de la virginité, avance sur des nattes, entourée de ses demoiselles d'honneur, ses pieds ne devant pas entrer en contact avec le sol. Le mariage peut désormais être célébré. Jack London écrivait au siècle dernier « Les Salomon touchent aux confins du monde. Rien n'a vraiment changé. » Comme celle qui baigne les îles Salomon, la douceur de vivre qu'a su préserver Palau a depuis longtemps séduit le biologiste américain Ron Ledish. Ses connaissances parfaites de l'archipel en font un guide précieux pour l'équipe d'Ushuaïa Nature. Au petit matin, Nicolas et Ron reprennent les kayaks pour une nouvelle exploration des multiples canaux baignant les Rock Islands. Dans ce dédale aquatique aux couleurs de paradis, il est facile de se perdre. C'est sans compter sur l'aide d'un drôle de poisson pilote. C'est la première fois de ma vie que je vois des chiens qui arrivent de la mer. Aquadogs. It's okay. Who is this dog? Qui est ce chien? C'est le chien de la plage aux deux chiens. Il vit ici. C'est une histoire incroyable. Il y a deux mâles, hein? Oui, deux garçons. Tu viens d'où? C'est quoi ta vie ici? Regarde cet animal comme il est bien musclé. C'est incroyable. Il nage toute la journée.
Oh, voilà son frère. Raconte-moi l'histoire de ces deux chiens. Quelqu'un a abandonné ces deux chiens sur la plage il y a plus de 5 ans. Et depuis, ils ont appris à pêcher et à chasser tout seuls. C'est un spectacle étonnant que de voir ces deux chiens attraper des poissons dans l'eau. Ils plongent? Ils essaient de pêcher en eau peu profonde, entre 50 cm et 1 mètre de profondeur. Ils gardent la tête au-dessus de l'eau et regardent en bas. Et tout à coup, ils plongent et attrapent un poisson. Et alors? Come here. C'est un très très bon exemple d'adaptation et de spécialisation d'animaux à un problème donné, comme l'ont fait les méduses, mais elles sur des milliers d'années. On peut imaginer d'ailleurs que si ces deux chiens avaient été un mâle et une femelle, leurs petits auraient eu des mœurs sans doute beaucoup plus aquatiques. Et au bout de quelques générations, ils auraient sans doute eu des pattes palmées. C'est la plage où ils vivent? C'est amusant de voir des touristes arriver sur la plage et avoir pitié de ces chiens. Ils disent « Oh, ils sont abandonnés, les pauvres !» Alors qu'en fait, ces chiens vivent dans un véritable paradis. Ils sont en pleine forme, complètement adaptés au milieu marin. Et alors? All right. Hey guys. Et alors? Good. Good. Woo. Nice beach to live here. Oh, beautiful place. Nicolas, if you swim a short distance, Nicolas, en retournant au bateau et en plongeant juste en dessous, tu vas pouvoir observer un des plus beaux tombants de Palau. Il y a plein de barracudas, de requins. Et plus loin, tu vas découvrir une épave datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ok, toi pendant ce temps, tu vas voir les mangroves avec Anne? C'est ça, je vais lui montrer les plus belles mangroves de Palau. Bon, on va quitter les deux chiens. Je les aurais bien ramenés avec moi, mais enfin je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus heureux ici. Ils ont une maison magnifique ici. Vue du ciel, la végétation des îles de Palau semble parfaitement uniforme. La mangrove bordant les îles est le baromètre de la qualité des eaux marines. Avec son enchevêtrement inextricable de racines mi-aériennes, mi-immergées, elle abrite une faune considérable et sert de nurserie pour quantité d'espèces animales. Ron, qui connaît parfaitement la mangrove, entraîne Anne à la découverte de ce milieu particulièrement riche mais fragile. Si tu regardes bien les racines des mangroves, tu comprends l'extraordinaire abondance de vie qu'il y a sur un récif en pleine mer. Cet endroit sert de nurserie pour les gros poissons de haute mer. C'est très étonnant de voir les nouvelles racines qui poussent. C'est fantastique. Elles vont remplacer les vieilles racines pourrissantes sous l'effet de l'action corrosive de l'eau de mer.
Bon, on est en dehors du chemin maintenant. Profites-en parce que le courant ne va pas durer très longtemps. Alors, la voilà l'espèce endémique. Voilà celui que je voulais te montrer. Il porte le nom de sika ou sagoutier, mais en fait ce n'est pas un vrai palmier. Oui, c'est pas un arbre, en fait c'est une fougère. Ouais, c'est vrai. L'origine de cette plante est plus ancienne encore que les dinosaures. Elles ont 400 millions d'années. 400 millions d'années, incroyable. En fait, c'est un fossile vivant. Oui, on peut dire que c'est un fossile vivant, mais qu'on ne trouve que dans quelques micro-habitats à Palau. Est-il considéré comme une espèce en danger? Pas forcément en danger, parce qu'heureusement personne ne les abat, mais menacés, oui, du simple fait de leur rareté. Nicolas part visiter le tombant, le versant de la barrière de corail exposé au grand large, là où se rencontrent petites espèces du récif et grands poissons vivant en haute mer. Pour leurrer leurs prédateurs, ces dorades tropicales ont opté pour un camouflage collectif. Elles s'agglutinent en un banc donnant l'illusion de loin d'un gros poisson en maraude. Et le subterfuge est efficace, en principe. Derrière le tombant, 300 mètres d'à pic. Là commence le royaume des grands de l'océan et de leur maître incontesté, le requin. Puissant, fuselé, couleur acier, taillé comme une torpille, le requin gris des récifs se nourrit de poissons qu'il chasse lorsque sa fringale l'exige. Nicolas, dos au tombant, va profiter du spectacle de ces poissons toujours impressionnants. Les requins existent dans toutes les mers du globe. Ce grand prédateur n'a pas évolué depuis 400 millions d'années, preuve de sa perfection et de sa parfaite adaptation à son milieu. Mais si sa réputation n'est plus à faire, rares sont les morts d'hommes qui lui sont imputables sur la planète. Machine de guerre naturelle, le requin ne se connaît qu'un seul véritable ennemi, le pêcheur. Des centaines de milliers de ses congénères sont tués chaque année dans le monde, simplement pour leurs ailerons qui finiront en soupe dans une assiette. Triste destin pour ce roi des profondeurs. Dans la lutte pour la vie, les barracudas ne sont pas les plus tendres. Brillants comme des lames au soleil, carnivores à la voracité légendaire, ils sont après les squales les poissons les mieux armés de la barrière de corail. Jeunes, ils se déplacent en banc. Malheur à ceux qui se trouvent dans les parages quand vient l'heure du repas. Vieux, le grand barracuda peut atteindre 2 mètres. Il chassera alors en solitaire.
À Palau, la nature semble définitivement préservée grâce à la volonté de son gouvernement, conscient du patrimoine écologique unique que représentent ces îles. Malheureusement, dans bien d'autres endroits, les océans sont en grand danger. Principal moteur du cycle du carbone, composant essentiel de la vie, l'océan a des problèmes. Simplement parce que l'homme a préjugé de son immense pouvoir régénérateur. Ratissage méthodique des grands fonds, course au gigantisme des unités de pêche dont les filets géants de plus de 100 km de long piègent sans aucun discernement tout ce qu'ils rencontrent, massacre des jeunes espèces, partout la mer est vidée de ses occupants. En 30 ans, la production annuelle de la pêche dans le monde est passée de 45 à près de 100 millions de tonnes. Un tiers de ces prises, sans valeur commerciale, est rejeté et pourri ventre en l'air à la surface de l'eau. Aujourd'hui, nombre d'espèces sont en voie d'extinction. Non content de subir une pêche outrancière, l'océan doit ingurgiter chaque jour d'énormes quantités de substances toxiques produites par l'humanité. Si impressionnantes et dévastatrices qu'elles soient localement, les marées noires paraissent presque négligeables au vu des 3 à 4 millions de tonnes d'hydrocarbures données à digérer chaque année aux océans. Des tonnes de déchets radioactifs sont sur le point de contaminer l'écosystème des mers arctiques. Pire que tout est la pollution en quantité phénoménale drainée par tous les fleuves de la planète en direction des océans. Eaux usées jusqu'à la moelle, déchets ménagers, agricoles et industriels, métaux lourds, phosphates, nitrates, cyanure, tout est évacué directement dans la mer qui lentement étouffe et s'asphyxie. Rien d'étonnant si l'océan a mal à ses eaux, et sa mauvaise santé met en danger la survie à terme de l'humanité. Alors les risques sont grands si l'on n'est pas capable d'inverser très rapidement la tendance, de n'avoir un jour que ce genre de vagues à offrir à surfer à nos enfants. Palau, la paisible république du corail, a elle aussi connu l'enfer. Nicolas va le constater en plongeant dans le lagon qui recèle de nombreuses épaves de la guerre du Pacifique. C'est quelques silhouettes concrétionnées qui joncent le fond de cette région du Pacifique, qui viennent témoigner que dans des endroits aussi paradisiaques, malheureusement, là aussi, les hommes se sont affrontés dans des conditions épouvantables, car la Micronésie a été aussi le théâtre le plus spectaculaire et le plus sanglant de la guerre du Pacifique. Japonais et Américains se sont affrontés ici. Les îles et les fonds marins en portent encore des témoignages comme ces nombreuses épaves de bâtiments de guerre ou d'avions de guerre. Après un sérieux revers à Truk Lagoon au début de 1944, les Japonais déplacent leur flotte à Palau. Rapidement repéré par les Américains, l'US Navy lance le 3 mars 1944 une vague de bombardiers sur l'archipel. 2 jours après le raid, 47 navires japonais reposent par le fond. Celui-ci était un transporteur armé de 110 mètres de long. Les grenades anti-sous-marins sont encore intactes dans les soutes éventrées. Casque, masque à gaz, moteur d'avion de rechange, ferrailles rongées, épaves disloquées, ces vestiges, témoins de la violence des combats qui ont eu lieu ici il y a plus d'un demi-siècle, sont désormais le refuge de nombreux poissons et coraux. Le poisson-lion, une rascasse, paraît de ses plus beaux apparats. Encore un des plus étonnants représentants de ce monde du corail.
Ces épines sont excessivement venimeuses. C'est sa plus efficace manière de se protéger des prédateurs. Il ne viendrait d'ailleurs à l'idée de personne de venir s'y frotter, car la décharge qui s'en suivrait est excessivement efficace. Depuis que les hommes ont appris à aller sur l'eau, la mer a régulièrement prélevé son tribut sur les navigateurs. Victimes de guerre, de piratage, d'erreurs de navigation ou de tempêtes, d'innombrables épaves reposent au fond des océans. La chance ou l'opiniâtreté de découvreurs fait remonter parfois leurs fantômes à la surface, comme ici aux Philippines. L'équipe d'Ushuaïa Nature a suivi un Français, Franck Gaudiot, ancien financier international, qui a délaissé son métier au milieu des années 80 pour se consacrer à ses deux passions, l'histoire et l'archéologie sous-marine. Alors qu'il patrouille en mer de Chine sur son catamaran, Franck Gaudiot est alerté par le musée de Manille qu'une épave a été découverte par des pêcheurs philippins au large de l'île de Palawan. Il lui faudra 10 jours pour faire venir une barge sur les lieux, réunir une trentaine de personnes et le matériel nécessaire à une fouille approfondie de l'épave. Le réalisateur Gilles Santantonio et le caméraman sous-marin Roch Pescader sont du voyage. 14 plongeurs, archéologues, dessinateurs, photographes, venus des 5 continents, vont se relayer au chevet de ce qui s'avère être une jonque chinoise coulée au XVe siècle. L'épave repose par 50 mètres de fond. Pour ne pas risquer d'écraser de précieux objets, encore ensevelis sous les sédiments, les plongeurs quittent leurs palmes. Sur le sable, la jonque disloquée laisse apparaître une partie de sa cargaison, un véritable trésor. Franck Gaudiot et son équipe effectuent la fouille du navire marchand dans les règles de l'archéologie sous-marine. Le site est quadrillé pour un relevé millimétrique. Chaque objet est photographié à sa place avant d'être répertorié et numéroté. Il est ensuite emballé puis placé dans un casier qui sera remonté un peu plus tard. Le travail à cette profondeur est très éprouvant. Les plongeurs ne peuvent rester au fond qu'une trentaine de minutes, 2 fois par jour. Mais la moisson quotidienne est impressionnante. J'ai un beau petit truc là. C'est joli ici. Ah ouais. 19E. 19E 19E, 30 cm de sable. Tous les débris, si petits soient-ils, trouvés dans le périmètre du bateau naufragé, sont remontés sur la barge. Les spécialistes du musée de Manille tenteront plus tard de reconstituer les puzzles.
Dès leur arrivée sur la barge, les pièces arrachées à l'épave après 5 siècles passés dans l'eau de mer sont longuement rincées à l'eau douce. Tout ce que l'on voit sur le pont, là, ça représente quel pourcentage de la cargaison? Bon, c'est difficile à dire, mais enfin 10% à peu près. 10%. On évacue au fur et à mesure sur Manille, on met en caisse, on met en carton, et puis pour ne pas être encombré, on est obligé d'emmener ça à Manille. Donc on voit ça par des gens du musée national jusqu'à Manille. Je peux te montrer si tu veux. Regarde, tu n'as pas les bols, tu n'as pas toutes les jarres qu'on a trouvées. Regarde, ça c'est les perles, c'est intéressant. Le gong en bronze. Il a bien résisté, pourtant il était en surface. Oui, c'est énorme. C'est des petits canons? Les petits canons, les plats de Siam. Puis je vais te montrer mon plat favori. Ça, c'est une pièce, c'est ce qu'on appelle le plat, les plats vers 1500. Il y en a très peu connus au monde, peut-être une dizaine, une quinzaine. C'est des pièces énormes. Hein. C'est un des plus beaux plats qui existent de cette époque. Ça, c'est magnifique. Ah, oui. C'est des céladons de Hong Kong, de Chine. Très belle chose. On a trouvé une vingtaine comme ça. Le travail de fourmi des plongeurs se poursuit. Franck Gaudiot, qui n'en est plus à sa première découverte, a fait venir sur les lieux d'importants moyens logistiques. En surface, il a fallu installer l'infrastructure indispensable à la vie de toute l'équipe, mais aussi tout le matériel nécessaire au travail sous-marin. Des pompes électriques immergées permettent de faire fonctionner des suceuses. Pour dégager les porcelaines et autres objets délicats de leurs gangs de sable accumulés par les courants, le meilleur moyen est d'aspirer lentement les sédiments. Attention à ne pas avaler un morceau du trésor, sous peine d'avoir à le rechercher sur la décharge située loin de l'épave, pour ne pas troubler l'eau de la zone de recherche. Pour la même raison, le treuil qui remonte vers la surface les casiers et leurs précieux chargements est installé à l'écart. Une contrainte supplémentaire pour les plongeurs qui doivent effectuer une balade aux allures lunaires. Mais le temps presse. Dans quelques jours, la mousson arrive. Avec elle, les pluies et les tempêtes. Comme celle qui a peut-être causé ce naufrage. Une supposition, car les Chinois à l'époque, contrairement à l'Europe, n'archivaient pas les mouvements de leurs jonques. Impossible donc de retrouver le nom de celle-ci. Pour remonter du passé 8000 pièces d'une incroyable beauté, témoin de l'incontestable savoir-faire des artisans chinois de l'époque, ce sera pour Franck Gaudiot et son équipe un long voyage de 2 mois au sein de la planète mer. Les bouteilles d'air sont vides. Palier de décompression oblige, les plongeurs flottent comme des cosmonautes dans l'espace,
reliés à la surface par un cordon ombilical qui leur apporte l'oxygène. Des heures de patience et de rêve, frôlées parfois par des créatures translucides que l'on croirait venues d'un autre univers. L'étude des milliers d'objets retrouvés a permis de dater le navire et d'estimer sa route. La jonque a quitté la Chine, chargée de porcelaine fine, de gongs, de lingots de fer, de perles, destinée au riche sultanat du sud des Philippines. Elle est fantastique. Elle a longé les côtes du Siam et de l'Annam, où elle a dû embarquer de l'ivoire et d'autres porcelaines. Pourquoi se trouvait-elle aussi loin de sa route supposée? Mystère. L'observation méticuleuse des pièces remontées confirme leur rareté et les motifs qui les décorent signent leur provenance et datent leur fabrication. Dynastie Ming, règne de l'empereur Hongzhi, la cargaison de la jonque est une machine à remonter le temps, une fenêtre ouverte sur le célèbre et tout-puissant empire du milieu. Il compare les dessins avec des documents d'archives, font des supputations qui déboucheront sur des quasi-certitudes quant aux routes des navires chinois, probablement les premiers grands navigateurs marchands. Enfouis pendant 5 siècles, les porcelaines semblent sortir du four de cuisson. Passionné, Franck Gaudio et son alter ego philippin n'en finissent pas de s'extasier devant leur exceptionnelle beauté. Pour moi, c'est plus en fait une passion qu'un métier. J'ai toujours en fait été passionné par l'histoire, par l'archéologie, et j'aime les océans. Alors mettre la mer, les océans et l'histoire ensemble et faire de l'archéologie sous-marine, c'était un rêve. Depuis que j'ai commencé l'archéologie sous-marine, en 1984, j'ai découvert 16 épaves et j'en ai fouillé 14. Il y aura toujours des épaves à découvrir. Il y a des millions d'épaves sous l'eau. C'est un gisement historique sans fin, là, inépuisable. Chaque épave découverte, en fait, a son importance. Elles sont plus ou moins belles au point de vue du matériel archéologique remonté à la surface. Mais bon, celle-là est inouïe sur le plan de la qualité de la porcelaine. C'est un musée sous-marin, c'est extraordinaire. Mais tout ce qui est trouvé sur cette épave, en fait, appartient aux Philippines. Le Musée national des Philippines, après la fouille, après l'étude du matériel, va choisir une collection complète, retenir les objets principaux, uniques ou d'importance historique, prendre aussi un exemplaire de chaque double, et puis rétrocédera à l'inventeur ou à la personne qui a fouillé l'épave une collection qui sera faite de tous les doubles, de tous les objets, de tout ce trésor. Et cette partie, en fait, est destinée à d'autres musées européens, français principalement. Alors, musée d'État ou un musée peut-être qu'on va créer dans les années qui viennent. C'est un rêve, ça. Si Franck Gaudio est persuadé de trouver de nombreux autres trésors au fond des mers, les trésors naturels dont regorge la République du Corail, et bien au-delà, la magie des océans et le patrimoine inestimable qu'ils renferment, doivent eux aussi impérativement être préservés. Un vaste sujet de réflexion pour Nicolas et les scientifiques qui l'accompagnent. C'est assez étonnant parce que quand on a fait toutes les plongées qu'on vient de faire, on se rend compte que en fait, le corail c'est quand même très élaboré, qu'il y a une succession comme ça de mécanismes interactifs, donc c'est quand même sophistiqué. Et en même temps, on sent une vraie vulnérabilité.
Mais c'est ça qui est important de comprendre. Un récif de corail, c'est un petit peu comme une ville au milieu d'un désert. Tu vois, l'océan, il n'y a pas grand-chose en fait ce qui se passe. Et sur ce récif de corail, brusquement, on trouve 700 espèces de coraux, c'est extraordinaire. 1500 au moins espèces de poissons, peut-être plus. Toute la vie qui se concentre. Voilà, toute la vie se concentre et chacun a une fonction, chacun a un métier. Mais comme on l'a vu, tous ces animaux en fait sont interactifs entre eux. Et comme s'ils sont tous super bien adaptés dans leur rôle, en même temps, ils ont perdu leur adaptabilité. En fait, ils sont en général incapables d'évoluer si jamais il y a une altération du milieu ou un changement dans le milieu. C'est un peu une bonne modélisation à une échelle moindre de ce qui se passe à l'échelle de l'océan, c'est-à-dire que l'océan est une immense chaîne et quand on altère un maillon de cette chaîne, par voie de conséquence, c'est l'autre extrémité qui peut être touchée et souvent, à l'autre extrémité, ce qu'on trouve, c'est l'humanité. C'est exactement ça. Et ce qui est embêtant, c'est qu'encore une fois, d'un point de vue scientifique, on en est vraiment au b.a-ba de nos études et on ne comprend pas encore toutes ces imbrications qu'il y a entre ces différents animaux. Si on remplace la diversité par l'uniformité, ça veut dire qu'on court à notre perte. Voilà. C'est absolument impossible, le système ne peut pas fonctionner. Mais nous-mêmes, l'homme, encore une fois, on ne peut pas fonctionner sans tout le reste de la chaîne qui, a priori, nous indiffère et qui, en réalité, nous est essentiel. C'est une prétention de croire que l'on survivrait après la disparition de l'ensemble des autres espèces, doublé d'une ignorance. Totalement impossible. Et il y a une très jolie phrase d'un poète anglais qui conclut très très bien ça, qui dit « Qui cueille une fleur dérange une étoile ». C'est très bien dit. Nicolas, équipé de bouteilles, plonge dans une passe à une quinzaine de mètres de profondeur pour aller à la rencontre du diable des mers. Mais de diable, la raie manta n'en a que le surnom qu'elle doit aux 2 cornes situées à l'entrée de sa gueule. 2 appendices qui lui servent à canaliser le plancton, son unique nourriture. Quoi de plus émouvant que ce balai gracieux et élégant comme des capes qui naviguent nonchalamment dans l'onde océanique. Ces ombres impressionnantes, ces oiseaux océaniques, les raies mantas qui longtemps ont effrayé les marins et qui pourtant, en dépit de leur taille, sont le plus souvent inoffensives alors qu'elles auraient pu nourrir contre notre espèce une légitime rancœur tant les entraves qu'on leur met sur leur passage sont nombreuses. Imaginez combien de raies mantas entre autres sont restées prisonnières des immenses filets dérivants qui sont pour eux autant de barrières infranchissables. Les raies mantas appartiennent au même ordre que les requins. Elles sont une famille distincte, plus récente, car si les requins sont apparus il y a 400 millions d'années, les raies, qui sont une évolution des requins, cartilagineuses comme les requins, mais plus aplaties au fil de l'évolution, elles ne sont apparues qu'il y a 200 millions d'années. Elles font partie de ces rencontres souvent souhaitées, souvent rêvées, rarement réalisées, dans la vision de ces ailes qui ondulent dans l'océan
est un des plus beaux spectacles auxquels il soit donné d'assister. Poisson pélagique, elle vole entre la surface et une quarantaine de mètres de profondeur et ne dédaigne pas sauter hors de l'eau pour se débarrasser, croit-on, des parasites qui la chatouillent. Pouvant peser 2 tonnes et mesurer 7 mètres d'envergure, l'arrêt manta est inoffensive, curieuse, joueuse parfois, majestueuse toujours. L'homme, dit-on, est venu de l'océan, mais il a tout oublié. Certains rêvent d'y retourner, d'y être aussi à l'aise que les mammifères restés marins. C'est le cas du Français Éric Charrier, pour qui plonger en apnée est devenu un besoin, une philosophie. On ne peut impunément prétendre singer les poissons. La nature ne l'entend pas ainsi. Alors Éric Charrier la force, la provoque. Il pousse l'animal qui est en lui et reste 7 minutes immobile sous l'eau sans prendre la moindre goulée d'air. Exactement le temps que va durer le portrait de cet apnéiste, considéré comme un phénomène par le corps médical. Pour parvenir à cela, méthodiquement, scientifiquement, mentalement, le Français pousse son physique dans ses derniers retranchements pour tenter de se métamorphoser en homme-poisson. Il a commencé à pêcher avec nous. Puis un jour, on était sur des fonds de 20-25 mètres. Et les filets sont restés accrochés. C'était des filets neufs. Alors, pour éviter de les déchirer, il a dit je vais descendre. Il a mis son masque, il est descendu et il a décroché les filets. Mais il est resté un bon moment sous l'eau et il m'a filé la trouille. Puis un jour, à la visite médicale des gens de mer, le docteur a trouvé qu'il n'était pas normal, quoi. Qu'il avait une capacité d'apnée. Et puis c'est parti de là. Hein. C'est un poisson, hein. C'est un poisson. Ses meilleurs entraîneurs sont les otaries. Il les trouve exemplaires à plus d'un titre. Comme lui, elles ne retiennent pas leur souffle plus de 7 ou 8 minutes. Lorsqu'ils nagent en leur compagnie, ils calquent ses apnées et ses évolutions sur ces mammifères marins qui passent le plus clair de leur temps à jouer dans l'eau et à dormir au soleil. Comme pour l'homme, la nage sous-marine n'est pas innée chez l'otarie. Les 15 premiers jours de son existence, c'est à peine si elle barbote dans une petite flaque. Mais en quelques séances sous la houlette de sa mère, elle apprend à contrôler sa respiration et à coordonner les mouvements de son corps. Éric est un personnage à la volonté de faire et aux possibilités hors normes. 8 litres de capacité pulmonaire, un cœur battant à 34 pulsations minutes lorsqu'il se relaxe et à 18 en apnée profonde. Des aptitudes incontestables, mais l'entraînement physique de l'homme-poisson est draconien. Il parcourt quotidiennement 100 km à vélo, effectue 6 km de nage en mer, 4 heures de musculation, 100 mètres sous l'eau et 2 longues séances d'apnée au fond d'une piscine. Voilà, c'est bien, maintenant tu stabilises à ce niveau.
Eric effectue une épreuve d'effort dans l'altitude, dans un caisson hypobar, à une altitude simulée de 4000 mètres. On s'aperçoit que pour les mammifères marins, les plongeurs en apnée ou les pilotes de voltige, le problème posé est le même. Il y a une diminution de l'apport en oxygène au cerveau et le système cardiovasculaire s'adapte. Les performances de l'apnéiste français intéressent au plus haut point la médecine aéronautique. Car Eric a développé naturellement la possibilité de canaliser l'afflux sanguin vers les organes vitaux, le cœur et le cerveau, mais aussi une grande résistance à la pression et aux fortes variations de température. Oula, c'est beaucoup ce que t'as comme plomb. Hey. Vas-y, fais passer. Ok, non, sans problème. Alors l'autre. À force d'entraînement physique et de conditionnement mental, Éric Charrier maîtrise de mieux en mieux les réactions physiologiques de son corps. Il perfectionne ses connaissances du milieu aquatique pour éliminer le stress de la noirceur des profondeurs et oublier le froid et la pression qu'elle engendre. Aujourd'hui, il s'attache à repousser encore plus loin les limites humaines. Son objectif ? Atteindre moins 121 mètres, entraîné par une gueuse, puis remonter à la force musculaire. L'équivalent de 40 étages sous le niveau de la mer. Un aller-retour de 4 à 5 minutes, à la portée de l'homme otarie. Pendant que des hommes s'évertuent à redevenir poissons, d'autres déciment des espèces entières sous de fallacieux prétextes. Ce somptueux poisson Napoléon, par exemple, est la cible préférée des pêcheurs de toute l'Asie du Sud-Est. Si le rythme de ses captures perdure, cet animal, emblématique de la protection des récifs, n'a aucune chance de battre le record d'existence de l'un des habitants les plus anciens de l'océan, le nautile. Une des dernières, mais plus exceptionnelles, rencontres avec un des plus illustres représentants de l'océan, le nautile. Grand habitué des profondeurs, est un carnivore au système de propulsion particulièrement développé, notamment dans cette carapace cloisonnée. Il y a un système très évolué de système d'échange gazeux qui, comme dans les sous-marins, par un procédé de ballast que l'on vide ou que l'on remplit, lui permet de s'équilibrer et de monter verticalement. Ce nautile, c'est
comme le sélacanthe aux Comores, un fossile vivant. C'est l'un des derniers représentants d'un groupe animal aujourd'hui totalement disparu qui vivait il y a de cela 350 millions d'années. Il est aussi évolué dans le groupe animal des mollusques, ce céphalopode, que l'homme est évolué dans le groupe des vertébrés. Entre les petits poissons mandarins et les grandes raies manta que je viens d'abandonner à leur séance de nettoyage, sans compter les centaines d'espèces de poissons qu'on n'a d'ailleurs pas tous été capables d'identifier, on vous aura donné volontairement une image quelque peu idyllique et féerique de l'océan qui ne correspond peut-être pas à la réalité globale. Il faut dire que c'est un peu dans la fidélité de notre démarche de privilégier toujours le beau plutôt que le laid pour qu'à travers notre émerveillement, nous ayons conscience de ce que nous risquons de sacrifier d'une manière sans doute irréversible. Le sort de l'océan est entre les mains de l'humanité et je pense que le sort de l'humanité est aussi entre les mains de l'océan. Il deviendra ce que nous déciderons d'en faire ou plus exactement ce que chacun d'entre nous décidera d'en faire. Un dernier souhait, que la République de Palau ne devienne jamais l'ultime vestige de ce qui fut un immense empire, un empire nécessaire et indispensable. Bonsoir.